Rachel Kalali est née à Dublin le 10 octobre 1973 d'une mère adolescente célibataire qui l'a fait adopter. Elle a eu la chance d'être adoptée par Jim et Rose Kalali. Dès son plus jeune âge, Rachel était énergique et aventureuse. Elle aimait passer du temps avec ses frères et sœurs et avait un cercle social florissant. À l'âge de 14 ans, la famille a passé un an en Australie, mais est retournée en Irlande parce que le pays leur manquait trop. À 17 ans, Rachel a pris un emploi à temps partiel au grand magasin Arnott's, où elle a rencontré Joe O'Reilly, un jeune homme de 19 ans, grand, brun et séduisant. Joe, né en avril 1972, est issu d'une famille de la classe moyenne de Dublin et est le deuxième aîné d'une famille de 4 enfants. Malheureusement, le mariage de ses parents n'a pas résisté à l'épreuve du temps et, lorsque Joe était adolescent, son père a quitté la famille et s'est installé en Angleterre. C'est alors que Joe rencontre Rachel, brillante et pétillante, sur son lieu de travail. Il remarque immédiatement la belle et grande blonde, au sourire accueillant. Il était également grand et s'en est servi comme d'un point d'ancrage pour discuter avec elle. Rapidement, ils ont découvert qu'ils avaient bien plus que leur taille en commun. Ils étaient appréciés et ambitieux, et lorsque Joe a appris que Rachel jouait au softball, il s'est inscrit lui aussi. C'était l'association parfaite. Leur relation s'est approfondie au fil des ans et, en 1994, Joe a demandé Rachel en mariage dans un cadre romantique au sommet de la tour Eiffel à Paris. Rachel a accepté avec enthousiasme et le couple a passé les 2 années suivantes à planifier leur mariage et leur avenir ensemble. Rachel et Joe se sont mariés en avril 1997 et ont choisi le Kenya pour leur lune de miel. À leur retour, ils se sont tous deux concentrés sur leur carrière dans le but d'économiser suffisamment d'argent pour fonder une famille et acheter une maison plus grande. Joe travaillait comme chef d'équipe dans une entreprise de logiciels, tandis que Rachel était employée dans un cabinet d'avocats. Malgré leur emploi du temps chargé, ils menaient une vie sociale dynamique, s'assurant de passer du temps de qualité avec leurs amis et leur famille. Tout le monde était ravi pour eux. En mars 2000, les O'Reilly ont accueilli leur premier fils, Luc, et peu après, Adam est né, complétant ainsi leur famille. Rachel était folle de joie. Bien qu'ils aient vécu à Dublin, à proximité de leur lieu de travail, ils ont décidé de déménager à Naol, à la périphérie nord de la ville, afin d'offrir un meilleur environnement à leurs enfants. Rachel travaillait comme agent commercial et gérait ses propres horaires en tant que représentante Avon. Son travail lui permettait de travailler à domicile et d'être en contact avec de nombreuses personnes. Ceux qui ont rencontré Rachel ont rapidement reconnu en elle une mère aimante et dévouée dont la vie était centrée sur ses 2 garçons. Joe était très fier d'être père et avait beaucoup d'affection pour ses fils. La famille O'Reilly semblait heureuse et équilibrée, avec les meilleures intentions pour leurs enfants. Mais en réalité, Joe est souvent absent. Poussé par son ambition, il progresse rapidement dans sa carrière de publicitaire. Peu après la naissance de leur plus jeune fils, Joe a obtenu un poste de direction dans la société de publicité extérieure Viacom, ce qui nécessitait de fréquents déplacements. Alors que Rachel était capable de gérer le foyer pendant les absences de Joe, une de ses amies proches, qui avait des relations chez Viacom, s'est discrètement renseignée sur les voyages d'affaires de Joe. La réponse a révélé que Joe ne voyageait jamais pour le travail. C'était inquiétant. Que faisait-il lorsqu'il ne rentrait pas à la maison? Si Rachel avait des soupçons, elle les gardait pour elle. Elle tenait beaucoup à sa vie privée et était réticente à parler de son mariage. Bien que ses amis proches aient remarqué que leur relation n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air, Rachel n'a jamais donné de détails. Bien que des rumeurs de liaison aient circulé, Rachel les a balayées d'un revers de main. Au fil du temps, l'irritation de Joe à l'égard de Rachel est devenue perceptible. Il a manqué son 30 et anniversaire pour aller jouer au softball en Floride et lorsqu'ils ont planifié une soirée de rattrapage, il a annulé à la dernière minute. Dans la soirée du dimanche 3 octobre, Rachel et Joe ont eu une violente dispute, déclenchée par le fait que Rachel a entendu l'un de leurs fils parler de Nikki, l'ami de papa. Rachel était outrée que ses enfants soient au courant de la liaison de Joe. La dispute n'a pas été résolue et Joe a fini par dormir dans la chambre d'amis cette nuit-là.
Le lendemain matin, Joe est parti à la salle de sport à 5h30 avant de se rendre au travail. Peu après 1h, l'école d'Adam a appelé pour signaler que Rachel n'était pas venue chercher leur fils à l'heure habituelle de 1h30. Joe a essayé de joindre Rachel sur son téléphone portable, mais n'a pas obtenu de réponse. Il a donc commencé à appeler sa famille et ses amis pour voir si quelqu'un l'avait vue ou savait où elle pouvait se trouver. Rose, la mère de Rachel, qui habite à 20 minutes de là, a accepté d'aller la voir. Dès que Rose est entrée dans la maison de Rachel, elle a senti que quelque chose n'allait pas du tout. Avec une crainte grandissante, elle a parcouru le couloir jusqu'à la chambre principale, son inquiétude augmentant à chaque appel de Rachel, qui restait sans réponse. Tragiquement, elle découvre le corps ensanglanté de Rachel. Il était trop tard. Rachel était déjà décédée. Joe arrive avec Adam dans la voiture et Rose tente de l'empêcher d'entrer dans la maison, espérant lui épargner le traumatisme de voir l'état de Rachel. Malgré ses efforts, Joe passe outre et se rend directement dans la chambre, où il découvre le corps de sa femme. La police arrive alors et commence à enquêter sur la scène de crime. Le reste de la maison est en désordre, avec des vitres brisées et des meubles renversés. À première vue, il semble que quelqu'un soit entré par effraction. Rachel a-t-elle peut-être interrompu un cambriolage et l'a-t-elle payé de sa vie? Lorsque le corps de Rachel a été découvert, elle tenait encore ses clés de maison, ce qui indique qu'elle a peut-être été attaquée juste après avoir déposé les garçons à l'école. Il est intéressant de noter que Rachel avait une importante somme d'argent dans son sac à main, mais que l'intrus ne l'a pas prise. Cela a conduit les enquêteurs à soupçonner que la scène avait pu être mise en scène pour ressembler à un cambriolage raté, bien qu'il ne s'agisse que d'une théorie préliminaire. L'autopsie a révélé que Rachel avait été violemment agressée, la cause du décès étant un traumatisme contondant. Elle avait reçu plusieurs coups à la tête et présentait des signes de lutte acharnée. De nombreuses blessures défensives sur ses mains et ses bras indiquent qu'elle a lutté désespérément pour sa vie. Joe a informé les enquêteurs qu'il manquait un haltère dans la maison et que l'on soupçonnait qu'il s'agissait de l'arme du crime. Les jours suivants, la police a effectué des recherches autour de la maison et dans les zones boisées voisines de Naol, récupérant certains objets volés au domicile des O'Reilly, notamment un caméscope et des bijoux. Cependant, l'haltère n'a pas été retrouvé. La brutalité du meurtre a stupéfié le voisinage, laissant de nombreux habitants dans un état de malaise. Cette communauté très unie a été profondément ébranlée par la violence qui s'est produite en plein jour. Malgré la nature horrible du crime, le tueur, qui devait être couvert de sang, n'a pas été remarqué par les voisins, ce qui a ajouté au caractère troublant de la situation. La police interroge les voisins, les amis et la famille pour dresser le profil de la famille O'Reilly et découvrir qui aurait pu vouloir du mal à Rachel. Pendant les funérailles de Rachel, Rose et Jim ont eu l'impression que Joe était froid et détaché. Bien qu'ils comprennent que chaque personne réagit différemment au choc et au traumatisme, le comportement de Joe leur a semblé de plus en plus étrange. Plus tard, Joe a invité Rose et Jim chez lui. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, il les a conduits sur les lieux du crime et a reconstitué le meurtre, montrant comment l'agresseur avait dû s'en prendre à Rachel et montrant les éclaboussures de sang sur les murs. Joe a même suggéré que le tueur était revenu pour achever Rachel après avoir entendu ses gargouillis. Rose et Jim sont horrifiés et perplexes. Chaque fois que des personnes venaient lui présenter leurs condoléances ou que des journalistes l'interviewaient, Joe répétait la même routine dérangeante. Il n'avait pas l'air d'être un mari en deuil. Au contraire, il semblait se réjouir de l'attention qu'on lui portait. Joe O'Reilly était l'un des principaux suspects interrogés dans le cadre de l'enquête. Il a déclaré qu'il était au travail au moment du meurtre, ayant quitté son domicile à 5h30. Il est allé à la salle de sport avec des amis, a pris une douche, puis s'est rendu à son bureau dans la ville de Dublin. À 8h, il s'est rendu avec un collègue dans un dépôt de bus à Broadstone pour superviser une campagne de publicité visuelle, ce qui a été corroboré par son collègue. Joe est retourné au bureau peu après midi. Il a également affirmé que son mariage avec Rachel était solide et qu'il n'avait pas de problèmes importants. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait,
les inspecteurs ont découvert que Joe menait une double vie et qu'il était impliqué dans une affaire, ce qui est apparu comme un motif potentiel du meurtre. Il s'était notamment rapproché d'une collègue, la publicitaire Nikki Pellet. Joe a fini par admettre que leur relation n'était qu'un simple flirt de bureau. En réalité, leur liaison était intense et de longue durée. Ils entretenaient une relation passionnée depuis 6 mois. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il est apparu clairement que Joe avait l'intention de quitter Rachel pour Nikki. Il avait fait part à sa sœur de son mécontentement quant à la façon dont Rachel élevait leur fils. Il semble que cette critique faisait partie d'une stratégie visant à se positionner favorablement pour obtenir la garde des enfants en séance de séparation. La police a consulté les courriels de Joe et s'est rendu compte à quel point il détestait sa femme. Il utilisait des termes très durs pour la désigner dans ses messages. Il a admis qu'il était trop critique à son égard, mais il a dit que c'était parce qu'elle le répugnait. À cette époque, les services sociaux reçoivent une information anonyme selon laquelle Rachel aurait été brutale avec l'un de SIS enfants. Une enquête s'ensuit, mais en l'absence de preuves, l'affaire est classée. Joe a réagi avec rage. Il s'est défoulé dans un courriel adressé à sa sœur, exprimant sa conviction que cet incident démontrait la probabilité que les enfants soient attribués à Rachel dans une bataille pour la garde des enfants. Cette réaction, surtout si l'on considère à quel point la situation a dû être traumatisante pour Rachel, suggère que Joe pourrait être à l'origine de l'appel aux services sociaux. Après le meurtre de Rachel, Joe a insisté auprès de ses parents pour qu'ils écoutent un message vocal que Rachel avait laissé le jour de sa mort. Malgré leur hésitation, Joe leur a fait écouter le message. Il semblait que Joe tentait d'établir un alibi, essayant de convaincre les parents de Rachel qu'il n'était pas à la maison ce matin-là et qu'il était profondément inquiet pour la sécurité de Rachel. En 2005, la police a arrêté Joe O'Reilly et l'a accusé du meurtre de Rachel. Joe a nié toute implication et l'opinion publique s'est fortement divisée sur sa culpabilité. Nikki Pellet a également été arrêtée et accusée d'avoir dissimulé des informations sur le meurtre. Le jour du crime, il y a eu au moins 8 appels entre Joe et Nikki. Pendant sa garde à vue, Nikki a changé sa version des faits, admettant que Joe lui avait dit qu'il tuerait Rachel s'il pensait pouvoir s'en tirer, bien qu'elle ne l'ait pas pris au sérieux dans un premier temps. Le collègue de Joe, qui avait fourni un alibi, a également été accusé d'avoir donné de fausses informations. Comme Nikki, le collègue de Joe a révisé sa déclaration. Les inspecteurs ont estimé que ce collègue était sincère et n'avait pas l'intention de fournir un faux alibi. Néanmoins, les inspecteurs ont estimé que le dossier contre Joe n'était pas assez solide. Le père de Rachel a ensuite informé les enquêteurs du moment troublant que Joe avait vécu lors des funérailles de Rachel et a suggéré qu'ils récupèrent la lettre de Joe dans le cercueil. Une ordonnance d'examen a été accordée et, après avoir examiné la lettre, les enquêteurs ont trouvé son contenu intrigant. Dans cette lettre, Joe l'a décrit comme la plus difficile qu'il ait jamais écrite et demande à Rachel de lui pardonner pour des raisons connues d'eux seuls. La lettre se lit comme suit. « Rachel pardonne. 2 mots, une phrase. Mais je les dirai pour toujours. » Cette révélation a renforcé les soupçons, mais n'a pas pu constituer à elle seule une preuve définitive. La police a relevé des incohérences dans le récit des événements de Joe et a commencé à établir une chronologie détaillée du meurtre. Après sa séance de gymnastique et son arrivée au travail, Joe a envoyé un courriel à un collègue pour lui dire qu'il serait hors de portée de son téléphone portable pendant la majeure partie de la matinée et qu'il le rejoindrait pour le déjeuner à 2 heures. Les images de vidéosurveillance du siège de Viacom ont confirmé que Joe O'Reilly était parti à 8h07. D'autres images de vidéosurveillance de Murphy's Quarry, située à 800 mètres du domicile des O'Reilly, ont montré que Rachel était passée devant à 9h03, puis à 9h41, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir déposé les garçons à l'école. En particulier, une voiture correspondant à la Fiat Maria de Joe a été filmée en train de passer à 9h25. Un élément de preuve crucial contre Joe est un appel téléphonique qu'il a passé sur le téléphone de Rachel quelques minutes avant sa mort. L'appel n'a duré que 30 secondes, mais la police a réussi à récupérer l'enregistrement de l'appel et à en analyser les données.
Il a également reçu un appel téléphonique d'un ami à 9h52 qui a de nouveau capté la tour cellulaire de Murphy's Quarry. Cela indique que Joe se trouvait à proximité de la maison des O'Reilly au moment du meurtre de Rachel, ce qui contredit son affirmation précédente selon laquelle il était au travail toute la journée. Dans une démarche qui semble être une tentative délibérée d'établir un alibi, Joe a envoyé un message texte à Rachel après sa mort. Ce message, qui est également tombé sur l'antenne relais de la carrière, suggère qu'il aurait pu être chez lui avec le corps de Rachel, essayant ainsi de se fabriquer un alibi. À 9h59, des images de vidéosurveillance ont montré Joe passant devant la carrière dans la direction opposée, s'éloignant de son domicile et retournant vers la ville, renforçant ainsi la preuve qu'il se trouvait dans la région au moment du meurtre. Le procès de Joe O'Reilly s'est ouvert en juin 2007 à Dublin et a duré 3 semaines. Joe a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. L'accusation a fait valoir que le matin du meurtre, Joe s'est rendu au bureau et a donné rendez-vous à son collègue au dépôt de bus. Toutefois, ce dernier n'a pas pu rejoindre Joe immédiatement car il avait du travail à faire au bureau. Au lieu de se rendre directement au dépôt, Joe serait rentré chez lui. Une fois arrivé, il a attendu le retour de Rachel. Selon l'accusation, Joe aurait appelé Rachel dans la chambre à coucher, la pièce la plus isolée de la maison. Lorsqu'elle est arrivée, il l'a attaquée. Malgré ses tentatives de défense, Rachel a été maîtrisée. Pendant ce temps, le collègue de Joe a quitté le bureau à 8h45 et est arrivé au dépôt de bus, où il n'a pas trouvé Joe. Il appelle le portable de Joe, qui lui dit qu'il est en route. Cependant, Joe n'est pas arrivé comme prévu et ils se sont retrouvés plus tard sur le chantier. Compte tenu de la chronologie, il aurait été possible pour Joe de rentrer chez lui, de commettre le meurtre, puis de se laver. Joe aurait pu prendre une douche pour enlever le sang et commencer une lessive avec ses vêtements tachés de sang et sa serviette avant de retrouver son collègue au dépôt. Cette théorie est apparue parce que, à part la scène de crime, le seul autre endroit de la maison où l'on trouvait des traces de sang était la buanderie, où se trouvait la machine à laver. Selon cette théorie, Joe est rentré chez lui, a commis le meurtre, s'est nettoyé, puis a utilisé la machine à laver pour laver ses vêtements et ses serviettes tachées de sang. Après s'être débarrassé de tout objet pouvant le relier au crime et avoir maquillé la scène en cambriolage, Joe est retourné au travail. Il a rencontré son collègue au dépôt de bus et s'est assuré qu'ils se croisaient, conservant ainsi son alibi. Tout au long de la matinée, Joe a envoyé une série de SMS à Rachel, en commençant par lui poser des questions anodines sur elle et les garçons. Lorsqu'il n'a pas reçu de réponse, il a intensifié ses messages pour paraître de plus en plus inquiet. Joe a également passé un appel et laissé un message vocal, qui est tombé sur un mât de téléphone portable près de la maison familiale. 6 tentatives pour brouiller les pistes ont involontairement fourni des preuves qui contredisent sa version des faits et étayent la théorie de l'accusation quant à sa culpabilité. Un collègue s'est souvenu que Joe était arrivé au bureau vers midi, l'air mal en point, peut-être comme s'il avait pleuré. Lorsque le collègue lui a demandé s'il allait bien, Joe a répondu avec surprise. « Pourquoi ?» Le collègue a fait remarquer que Joe n'avait pas l'air d'aller bien, ce qui a poussé Joe à s'exclamer « Oh mon Dieu !» avant de se retirer dans son bureau. Joe attend alors un appel de l'école maternelle de leur plus jeune fils, Adam, l'informant que Rachel n'est pas venue chercher leur fils. Au lieu de se précipiter chez lui, Joe a commencé à contacter sa famille et ses amis pour demander si quelqu'un avait vu Rachel ou savait où elle se trouvait. Les observateurs ont noté que Joe s'est attardé au travail, semblant perdre du temps au lieu de rentrer immédiatement chez lui. Finalement, Joe s'est rendu à l'école maternelle d'Adam pour le récupérer. Pendant ce temps, une amie de Rachel est allée chercher Luke à l'école dans le cadre de leur covoiturage habituel. Au moment où Joe arrive, Rose est déjà là et tente de l'empêcher d'entrer dans la maison, dans l'espoir de le protéger, lui et les garçons, de la scène horrible qui se déroule à l'intérieur. Malgré ses efforts, Joe la dépasse et se rend directement dans la chambre où se trouve le corps de Rachel. Dès qu'il a vu le corps de Rachel, Rose a senti que quelque chose n'allait pas.
La réaction de Joe a été brutale et dépourvue du chagrin attendu. Ses premiers mots ont été « Jésus, Rachel, qu'as-tu fait ?» Sa réponse était dépourvue de tout sentiment d'amour ou d'empathie, ce qui était surprenant pour quelqu'un qui découvrait le meurtre de son épouse. Joe a affirmé par la suite qu'il ne se souvenait pas des événements survenus le jour du meurtre et qu'il était en état de choc depuis qu'il avait appris la mort de Rachel. Cependant, le jury n'a pas été convaincu par sa défense. Des preuves ont contredit ses affirmations, notamment des courriels émotionnellement violents que Joe avait envoyés à Rachel et qui ont été lus au tribunal. 6 messages ont révélé les aspects les plus sombres de leur mariage et ont laissé sa famille et ses amis dévastés, soulignant à quel point Rachel a dû se sentir isolée et effrayée. En juillet 2007, Joe O'Reilly a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, Rachel. En février 2018, les autorités de l'Idaho ont reçu un appel bouleversant de Lori Eisenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Larry Eisenberg, faisaient de la voile sur le lac Cœur d'Allen lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Eisenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu 2 enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Lori Barnes, née en 1953. Auparavant, la vie de Lori était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu 6 filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Lori avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyable. Larry et Lori se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Ils menaient une vie heureuse dans le nord de l'Idaho. À l'époque, Lori était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition, qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite, mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Lori et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Cœur d'Allen, avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables, car le lac Cœur d'Allen est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Lori a appelé le 911 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Lori a fait part de ses efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11 heures et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Lori et lui fournir des soins médicaux. À leur arrivée sur les lieux, les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Lori a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que 2 heures après que Larry soit tombé à l'eau parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Lori a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Lori a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry, mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry
et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Lori à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Isenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dues au saignement de nez de Lori. Bien que Lori ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Lori qui contenait une bouteille de jus de fruits vide. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Isenberg pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Lori, ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'Imedrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament antihistaminique en vente libre, couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Lori a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Larry, mais en vain. 5 jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Lori Isenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac, car leurs efforts pour retrouver Larry étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait accepté, Lori ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Lori plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée, cependant, le shérif du comté a reçu 2 appels concernant le comportement suspect de Lori dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Isenberg, qui ont signalé que les membres de la famille de Lori l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Lori travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Lori Isenberg en raison de ses possibles activités frauduleuses. Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Lori avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Lori Isenberg, car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Larry décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Lori et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Larry. Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Isenberg dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Lori. La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve, tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Lori avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien.
Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Lori a été arrêtée pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée s'élevait à près d'un demi-million de dollars, et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Lori a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Larry a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage, à environ 3 miles de l'endroit où Lori a déclaré que Larry était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Larry Isenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Larry. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement et peut être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Lori avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Lori a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Lori, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange, car Lori a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Lori ne s'est pas présentée au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraude. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Isenberg, et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'il semblait heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Lori ces derniers mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Lori avait trompé son premier mari avec 3 hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry, qui auraient été apportées par Lori elle-même 1 mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Lori et à seulement 20% aux siens. Comme Lori était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité.